Bonjour, chers capitaux rebelles, j'espère que vous allez bien. Nous avons de grandes nouvelles du marché pétrolier. Selon quelques analystes de CNBC, l'année prochaine, nous pourrions voir le pétrole en dessous de 40 $. En d'autres termes, en dessous de 40 $. En fait, un analyste dit que nous pourrions revenir au bas niveau de la maladie de Servasius. Je ne pense pas qu'il fasse référence à un baril à moins 38 $. Mais c'est des choses folles. Quand vous lisez réellement leur raisonnement, franchement, cela a beaucoup de sens. Alors, vérifions cela et voyons quelles sont les probabilités que cela se produise réellement. Et mon Dieu, si cela se produit, vous voulez parler d'une opportunité d'achat? Je vais faire le plein avec le camion Brinks. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la chaîne, vous savez que lorsque le pétrole descend en dessous d'environ 40 $, le baril, ajusté à l'inflation, c'est généralement un bon signe. C'est à ce moment-là que vous voulez acheter ces producteurs ou simplement prendre des positions longues sur les contrats à terme sur le pétrole, quoi que ce soit, car probablement à moyen terme. Cela revient à la moyenne. Mais passons à cet article de CNBC et voyons ce qui se passe. Et pourquoi ils disent que le pétrole pourrait tomber en dessous de 40 $, le baril. C'est parti. Le pétrole pourrait plonger à 40 en 2025 si l'OPEP annule les réductions de production volontaire pour l'instant. Elles sont programmées. Donc, elles pourraient potentiellement continuer à repousser le problème. Mais revenons à 2020. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas effectué autant de réductions de pétrole que vous auriez pu l'attendre. En fonction du prix. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de nuire aux foreurs aux États-Unis. Ce n'était pas si longtemps. Je m'en souviens bien car je faisais des vidéos à ce sujet. Et donc, en fin de compte, bien que cela leur fasse mal à court terme, en ce qui concerne la possibilité que le pétrole descende en dessous de 40, ce que cela fait, c'est éliminer leur concurrence. Parce que nous avons entendu dire que nous avons ce boom pétrolier aux États-Unis, absolument vrai, mais nous ne pouvons pas extraire notre pétrole du sol ou le vendre à 10, 15, 20 $ comme ils peuvent le faire en Arabie Saoudite et en Russie. D'ailleurs. Donc, vous savez, cela pourrait être un atout de négociation très intéressant en ce qui concerne Poutine et Trump. Donc, Trump y va et dit « Eh, nous devons faire X, Y et Z sinon. Je vais faire ça. » Et Poutine dit « Ouais, ça va. Mais tu sais, cette industrie pétrolière que tu aimes tant aux États-Unis, garde à l'esprit, je peux les anéantir comme ça. Je ne vais peut-être pas les anéantir, mais je peux leur causer de graves difficultés financières en faisant baisser le prix du pétrole à un niveau inférieur à leur coût d'extraction. Et vous savez tous que le secteur pétrolier, vous ne pouvez pas simplement aller à l'un de ces puits de pétrole et appuyer sur un interrupteur en disant « D'accord, nous vous éteignons ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils doivent continuer à pomper et pomper et pomper, même s'ils subissent des pertes. Donc, vous combinez cela avec ce qui se passe en Chine et les tarifs de Trump, et cela devient vraiment intéressant. Continuons ici. Une baisse à 40 signifierait une réduction d'environ 40% par rapport au prix d'aujourd'hui. Cependant, l'Alliance est plus susceptible d'opter pour un désengagement progressif. D'accord? Mais même s'il se désengage progressivement, cela n'a vraiment pas d'importance en ce qui concerne le prix. Cela descend juste à 40 plus lentement. Parce que rappelons-nous, en ce moment, le pétrole est vraiment tombé en dessous, je pense, de 68 $ le baril. Et ce n'est pas tant à cause de l'offre, c'est un facteur contributif. Mais c'est surtout dû à un manque de demande. La demande a simplement chuté de manière spectaculaire et c'est à cause du ralentissement de l'économie mondiale, plus précisément en Chine. Plus d'informations à ce sujet dans un instant. La première chose que j'ai soulignée, c'est qu'il y a plus de peur concernant les prix du pétrole en 2025 qu'il n'y en a eu depuis des années. N'importe quelle année dont je me souviens depuis le printemps arabe. Ceci est selon Tom Gloza, responsable mondial de l'analyse énergétique chez Opus. Vous pourriez descendre à 30
ou 40 $ le baril si l'OPEP se désengageait et n'avait pas de véritable accord pour limiter la production. Ils ont vu leur part de marché vraiment diminuer au fil des ans, n'est-ce pas? Mais ils ont toujours un impact très important sur le prix global, car le prix du pétrole est vraiment fixé à la marge. Et encore une fois, si vous vous dites, eh bien, il n'y a aucune chance qu'ils fassent cela parce que cela leur nuit. Oui et non. Ils l'ont absolument fait en 2020. Ils ont mis à mal les foreurs. Alors, le feront-ils à nouveau? Je ne sais pas, mais c'est définitivement au-dessus de 0% de probabilité. Étant donné que la croissance de la demande de pétrole l'année prochaine ne sera probablement pas beaucoup plus d'1 million de barils par jour, je supposerais que cela indique une récession. Un désengagement complet de l'OPEP. Les réductions de production en 2025 entraîneront sans aucun doute une forte chute des prix du brut. Et encore une fois, je veux garder à l'esprit le fait que si nous regardions simplement le prix du pétrole en ce moment, en raison de la demande, le côté demande de l'équation, s'il n'y avait pas eu ces réductions de production extrêmes que nous avons vues au cours de l'année et demie passée, le pétrole se négocierait à 40 $ le baril en ce moment. La seule raison que le prix est à 68, c'est à cause des contraintes d'offres artificielles dues à l'OPEP+, ce qui, encore une fois, devrait vous en dire beaucoup sur l'économie mondiale. Vous combinez cela avec la courbe des rendements et tout le reste, c'est pourquoi je penche toujours du côté des probabilités que nous aurons une récession aux États-Unis. Retour à l'article. De même, MST, l'analyste senior en énergie, Marquis Saul Kovanec, a affirmé que l'OPEP+ annulerait les réductions sans tenir compte de la demande. Cela reviendrait effectivement à une guerre des prix pour la part de marché qui pourrait faire chuter le prix du pétrole à des niveaux jamais vus depuis la maladie de Servatius. Donc je pense que vous comprenez la dynamique entre l'OPEP+ et ce qui se passe peut-être avec les fournisseurs aux États-Unis. Mais maintenant, concentrons-nous sur le côté de la demande de l'équation. Une grande partie du problème résulte du fait que la Chine traverse littéralement une crise financière mondiale, CFM, et je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le décrire, et c'est être charitable. Je veux dire, leur marché immobilier est en baisse de 30%. Ce que vous pourriez dire, d'accord, eh bien, ce n'est pas grave. Notre marché immobilier a chuté de 50%. Oui, mais cela ne représentait pas autant, ni un pourcentage aussi élevé de notre valeur nette globale que cela ne l'est en Chine. En Chine, le marché immobilier représentait 70% de la richesse des ménages, 70, et il est en baisse de 30%, ce qui équivaut à presque 20 billions de dollars de richesse des ménages, qui a tout simplement, pouf, disparu au cours des dernières années. Peu importe comment vous le découpez, c'est un gros problème. C'est un vraiment gros problème. Et c'est pourquoi tous ces paquets de relance que la Chine met en place ne font même pas bouger les choses. Nous parlons de 20 trillions de dollars et ils parlent d'une sorte d'échange de dettes avec les gouvernements locaux pour 1 trillion. Cela n'incite personne à sortir et à faire quoi que ce soit qui augmenterait la demande globale. En d'autres termes, cela n'augmente pas l'esprit animal. C'est comme donc ce que vous pouvez imaginer en revenant à 2010-2011. Lorsque notre marché immobilier était en pleine croissance, supposons un instant que le gouvernement fédéral, soit intervenu et ait réalisé une sorte d'échange de dettes avec les gouvernements locaux. Cela aurait-il incité quelqu'un à acheter une maison? Non. Peu importe ce que vous faites, je ne vais pas attraper un couteau qui tombe. C'est le problème auquel ils sont confrontés en ce moment. C'est la même chose que nous avons observé à travers tous ces cycles de boom et de bust. Lorsque vous êtes dans la phase de déclin, dans une certaine mesure, peu importe vraiment ce que fait le gouvernement. En ce qui concerne la politique budgétaire et monétaire, c'est sans importance car cela n'incite pas les gens à agir. Cela n'incite pas les esprits animaux. La seule chose qui peut le faire, c'est que le prix descende à un niveau si bas que tous les vendeurs sont partis et il ne reste que quelques acheteurs. Capitulation, si vous voulez. Cela alimente encore plus le pessimisme. Donc, ce dont nous parlons ici, c'est que la Chine est un grand composant de la demande mondiale de pétrole.
Ce qui se passe en Chine va certainement impacter le prix du côté de la demande de l'équation. Nous savons que la Chine traverse une crise financière mondiale, mais il y a plus. Dans l'histoire, n'est-ce pas? N'oublions pas que Donald Trump vient d'être élu et il veut imposer d'énormes tarifs sur les biens chinois entrant aux États-Unis. Je pense qu'il veut imposer un tarif global d'environ 20%, mais plus spécifiquement pour les biens chinois, peut-être comme 100%, 200%. D'accord. Qu'est-ce que cela fait à l'économie chinoise? Cela l'effondrerait encore plus, ce qui réduirait encore la demande, ce qui, toute chose étant égale par ailleurs, ferait baisser le prix. Le prix du pétrole encore plus bas, à un point, où, ironiquement, ces tarifs de Trump pourraient mener à la destruction, ou du moins à un vent contraire pour les producteurs de pétrole aux États-Unis. Trump dit « forage bébé, forage ». D'accord, ils vont forer, mais ces tarifs pourraient faire chuter le pétrole à un prix où, s'ils forent, ils perdent de l'argent sur chaque baril extrait du sol, ce qui les rapproche, de plus en plus, de la faillite. Pendant ce temps, Poutine et les Saoudiens sont là, juste, ouais, s'éclater. Ouais. Ils rient juste. Ils sont assis là avec leur pop-corn, comme s'ils regardaient un pay-per-view de l'UFC. Donc, la principale conclusion est, cela va-t-il absolument se produire? Non. Qui sait? C'est une question de probabilité, mais ce n'est pas une probabilité de 0%. L'OPEP+ permettrait au prix de descendre à un niveau qui, pour moi, serait très, très attrayant pour entrer et acheter, car même s'il tombait à 30 ou 20 ou peu importe, à cause de la Chine ou de ce qui se passe du côté de la demande, le pétrole. Il suffit de regarder un graphique à long terme ajusté pour l'inflation, il revient toujours à la moyenne, Donc, il pourrait descendre à 30 à court terme, mais au cours des 6 prochains mois, d'un an, la probabilité qu'il rebondisse à sa moyenne historique, disons 60, 70, ajustée pour l'inflation, est extrêmement élevée. Et c'est la pierre angulaire de ma façon d'investir. Tout comme le dit Jim Rogers, vous achetez des choses quand elles sont bon marché et vous les vendez quand elles sont chères, au lieu d'acheter du Dogecoin en ce moment, ou vous l'achetez pour la seule raison que l'acronyme que Donald Trump vient de mettre sur le groupe de travail d'Elon Musk se trouve être DOGE. Deux styles d'investissement différents. Je prendrai le second, s'il vous plaît. Ou, excusez-moi, je prendrai le premier, s'il vous plaît. Le second, cette hystérie des mèmes, vous pouvez appliquer cette stratégie à vos propres risques. Pour moi, j'achèterai bas, je vendrai haut. D'accord les gars, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme. À la prochaine vidéo.